C'est ainsi que le 2 décembre 1930, il fut à nouveau arrêté, transféré successivement à Kinkala puis à Brazzaville, et la commission permanente du gouvernement général de l'AEF, dans sa séance du 27 mars 1931, prononça par arrêté les peines d'internement suivantes. Samuel Matouba, 10 ans de relégation à Fort Sibut, c'était dans la RCA actuelle, en Lubangui-Chari. Jacob Mampouya, 5 ans à Fort Archambault, colonie de Lubangui-Chari. Philippe Kunku, Jean Baronda, Moïse Mandombe, pendant une durée de 5 ans à Berberati. Samuel Kunku, Gabriel Makumbu, David Nsomi, c'est le père du pasteur qui nous a donné un certain nombre de documents, 2 années à Gamboma, colonie du Moyen-Congo. Ayant bénéficié par la suite d'une remise de peine de la part du gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, Samuel Matouba revint dans le district de Boko, où il reprit sans flétrir ses activités religieuses aux grandes dames des missionnaires de Mouzana. Samuel Matouba est donc devenu, à partir de son retour de relégation, le premier personnage qui a commencé de façon officielle et ouverte à mener ses activités au nom de Simon Kimbangu. Sans autorisation préalable, Samuel Matouba, depuis le milieu de l'année 1957, exerçait au grand jour ses activités religieuses. Comment s'y est-il pris avec l'administration coloniale française? Quelles sont les œuvres qu'il a posées et qui l'ont fait considérer aujourd'hui comme l'une des grandes figures du kimbanguisme? Il faut indiquer que le 2 août 1957, en vue de la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste au Moyen-Congo, Samuel Matouba transmit au gouverneur du territoire du Moyen-Congo, alors installé à Pointe-Noire, les statuts et le procès verbal de la réunion tenue à ce sujet. L'administration coloniale ne donna pas immédiatement suite à cette demande, mais Samuel Matouba ne désarma pas, il continua ses démarches et quelques 10 mois plus tard, en guise de réponse, l'administration fit parvenir à Samuel Matouba l'arrêté du 27 mai 1921 fixant le régime public des cultes en Afrique équatoriale française. Le texte indique en effet que les documents qu'il faut produire lorsque on veut mettre en place une structure religieuse, à savoir une déclaration précisant le lieu exact où sera l'établissement, le nom des officiants et catéchistes tant européens qu'indigènes, l'indication de la langue dans laquelle sera fait l'enseignement, un exemplaire des livres employés par les professeurs, distribués ou vendus aux fidèles. Saisissant cette opportunité, Samuel Matouba, dans une correspondance du 2 juin 1958, transmit sous forme de déclaration les différentes informations demandées dans l'arrêté. Kinshasa Bibibou est confirmé comme le siège officiel de l'église kimbanguiste au Moyen-Congo. L'enseignement de la religion kimbanguiste sera donné en langue indigène ou en français. Les professeurs et les fidèles n'emploieront d'autres livres que ceux vendus par la mission protestante, notamment la Sainte-Bible, à l'exception des chants religieux dont un exemplaire avait été joint. Par ce acte, les kimbanguistes du Moyen-Congo obtinrent donc la liberté de culte. Donc, en fait, le 2 juin 1958, les kimbanguistes du Moyen-Congo avaient obtenu la liberté de pouvoir pratiquer librement leur culte. L'œuvre la plus importante de la vie religieuse de Samuel Matouba est indiscutablement le temple de Kinshasa Biboubou qu'il a construit entre 1956 et 1959. Ce temple fut inauguré le 17 mai 1959 par le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Joseph Dianguienda. Ce temple qui a été construit sans financement autre que celui des fidèles kimbanguistes, c'est-à-dire par les Nsitsani, est le premier édifice religieux kimbanguiste construit.
Alors qu'à Léopoldville et à Brazzaville, les fidèles de Simon Kimbangu priaient encore dans des habitations privées, les habitants de Kinshasa-Biboubou avaient donné aux Kimbanguistes des deux pays un édifice entièrement dédié à Dieu. Outre le temple, il faut ajouter à l'actif du leader kimbanguiste la construction d'une école primaire et d'un dispensaire et une intense activité d'évangélisation. Samuel Matouba ne semble pas avoir laissé des écrits, mais il est reconnu comme celui qui s'est occupé particulièrement de l'évangélisation des kimbanguistes. Il a effectué cet immense et difficile travail essentiellement à pied. Le 2 septembre 1962, Samuel Matouba fut nommé par le chef spirituel de l'église kimbanguiste à la tête du collège dirigeant de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son prophète Simon Kimbangu en qualité de représentant légal de l'église kimbanguiste en République du Congo. En sa qualité donc de premier dignitaire kimbanguiste en République du Congo, il déploya une activité par la suite vis-à-vis des églises qui appartenaient au conseil œcuménique des églises. Et c'est le 23 août 1970, il participa au 60e anniversaire de la mission évangélique de Mouzana, mission à laquelle il avait été associé en tant que catéchiste dès le départ. Et le 3 septembre 1970, il est décédé à Kinshasa-Biboubou et il y a été enterré. Alors, comme il reste très peu de temps, je vais conclure sur ce personnage important du kimbanguisme en République du Congo. Je dirais, par rapport à tout ce qui a été dit depuis le commencement de cette conférence, que l'histoire du kimbanguisme est encore loin d'avoir été totalement écrite. Elle a été longtemps concentrée sur la personne du prophète, ce qui est tout à fait normal, et il est, je crois, important qu'elle soit ouverte à tous les collaborateurs du prophète, c'est-à-dire tous ceux qui ont collaboré, qui ont travaillé avec le prophète, qui vont permettre de pouvoir mieux cerner la figure du prophète. Ces recherches doivent être multiformes pour permettre au mieux de mieux cerner les dimensions politiques et religieuses de ce mouvement qui a incontestablement préparé l'éveil nationaliste de l'après-Seconde Guerre mondiale. Samuel Matouba est très mal connu. C'est vrai que l'image que l'on connaît, que la plupart des fidèles connaissent, c'est sa barbe importante et les habits, disons, de type ouest-africain qu'il porte, mais il a déployé un travail du point de vue administratif pour la reconnaissance du kimbanguisme en République du Congo, et donc dans l'histoire du kimbanguisme, qui est important de pouvoir souligner. Et donc il incombe aux historiens congolais, en s'appuyant sur des documents historiques, et peut-être même de rechercher la documentation au niveau des missionnaires suédois, ce qui supposerait à ce moment-là que des recherches soient faites en Suède pour pouvoir avoir la vision ou les points de vue que les missionnaires suédois ont mis dans leurs documents de l'époque. C'est un devoir donc de mémoire de rappeler cela et de souhaiter que des études plus approfondies soient faites, non seulement sur lui, mais aussi sur d'autres figures du kimbanguisme, dans les deux Congos, en Angola et ailleurs. L'itinéraire de Samuel Matouba est une réponse à une des nombreuses questions que s'est posée le pasteur et chercheur suédois Arvid Stenström. Il s'est demandé comment, je cite, comment le kimbanguisme a-t-il pu croître sous la période coloniale pour devenir une église de plus d'1 million de membres, et cela sans avoir ni missionnaire, ni évangéliste, ni moniteur, ni école, ni temple. C'est une question donc qu'il pose dans un de ses ouvrages, et on peut répondre que ce sont ces premiers leaders que nous cherchons aujourd'hui à sortir de l'ombre, qui ont porté dans leur cœur
et dans leur chair le message de réveil spirituel livré en 1921 par Simon Kimbangu. Les études sur leur itinéraire respectif vont faciliter la rédaction d'une histoire du kimbanguisme, elle-même indissociable de l'histoire des différents pays où le kimbanguisme a pris corps. J'ai fini, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, merci pour cette étude fouillée de la figure de Samuel Matoub, qui collabore effectivement à la construction de l'histoire du kimbanguisme qui est en train de se produire. Je voudrais demander maintenant au prochain intervenant, David Elenga, de venir. Bon, on va entendre maintenant Dr David Eleng, enseignant-chercheur de l'Université Mariane Ngouabi de Brazzaville, sur Mizulu Miranda comme foyer de diffusion du kimbanguisme au Congo-Brazzaville. Je vous passe la parole. Merci. Est-ce que le micro marche? Oui. Merci pour la parole. Je tiens d'abord à remercier son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et je remercie aussi le directoire, les membres de la direction qui ont participé pour la réalisation de cette conférence internationale. Ils nous ont donné l'occasion de nous exprimer sur cette tribune parce que moi, c'est pour la première fois que je mets les pieds dans ce temple spirituellement intéressant. Ce que je voudrais dire, je voudrais d'abord rectifier quelque chose dans le titre, c'est que c'est Kunzulu Miranda ou l'itinéraire spirituel du mouvement kimbanguiste dans le nord du Congo-Brazzaville. Alors, j'emboîte le pas à mon prédécesseur parce que il faut faire la promotion des gens, des personnages historiques qui sont battus pour l'église kimbanguiste au niveau du Congo-Brazzaville. Parce que Papa Simon Kimbangu a travaillé, effectivement, c'est vrai, mais il y a eu des gens qui ont pris le relais pour amener la spiritualité dans d'autres contrées de notre pays. Et l'expansion du mouvement kimbanguiste dans le nord du Congo-Brazzaville, ce n'est pas très connu. On n'en parle pas, ce n'est pas écrit. Mais comment se fait-il que l'église kimbanguiste, l'esprit kimbanguiste est arrivé à atteindre le nord du Congo-Brazzaville? Dans cette étude, je vais démontrer qu'il y a eu un foyer de départ. Un foyer de départ qui a fait que ça parte de cette localité et que ça puisse aller vers le nord du Congo-Brazzaville. Alors, c'est la coïncidence de deux événements, de deux situations. Le colonialisme français, d'une part, qui était déjà installé dans la localité qu'on appelait Konzolo Miranda, et après, le kimbanguisme est venu s'installer dans cette localité. Alors, pourquoi le kimbanguisme s'est installé dans cette localité? Mais c'est parce que le combat du prophète Simon Kimbangu était un combat non seulement spirituel, mais c'était un combat aussi contre le colonialisme. Face aux abus coloniaux, l'impôt de capitation, la discrimination raciale, etc., qu'il a connu au Congo belge. Et j'ai suivi encore hier, quelqu'un a dit que dans le pays Congo, il y avait une misère telle qu'il fallait qu'il émerge. On a vu même l'image de Jésus-Christ chez les Juifs. Quand Rome a dominé, il fallait qu'il émerge quelqu'un, un illuminé, qui soit comme un guide qui puisse conduire son peuple. Alors, au Congo-Brazzaville, dans la partie nord du Congo, il y avait ce qu'on appelait les compagnies concessionnaires qui achetaient des vastes concessions, comme ici d'ailleurs. Et à cette époque, il y avait des bateaux à vapeur qui naviguaient de Brazzaville jusqu'à Lubangui-Chari à Bangui. Et ces bateaux à vapeur ne fonctionnaient, ne naviguaient que grâce au bois, le feu de bois qu'on chauffait. Il n'y avait pas encore des bateaux à hélice. Alors, sur le fleuve qu'on appelle le couloir de Brazzaville jusqu'à Kwamutu, on appelle cette zone-là, les Blancs ont appelé ça le couloir. Sur cette zone, et voilà un monsieur, un Blanc, qui navigue le fleuve
ce blanc rencontre un Mukongo qui est Manyanga. Il dit, monsieur, moi je veux aller là-haut, là-bas. Il y a un village où les gens sont en train de couper le bois pour les blancs. Mais ce village, comment on l'appelle? Et le Manyanga répond, Kuzulu. Kuzulu, c'est-à-dire là-haut, en amont. Et c'est pourquoi l'administration a écrit Kunzulu. En fait, c'est un mot Congo, Kuzulu, qui signifie là-haut, en amont, mais il y a eu une distorsion orthographique parce que, je vais vous raconter l'histoire, c'est que ceux qui composent majoritairement au niveau ethnique l'église, à partir de cette zone jusque la partie nord, c'est une ethnie qu'on appelle les Bangangoulou. Alors, comme la linguistique, nous les linguistes, les ethnographes, on considère qu'eux, ils ont des préfixes nasalisés. Au lieu de mettre le nom du village Kuzulu, ils ont mis Kunzulu. Maintenant, ce qui va nous paraître très intéressant, c'est que nous allons rentrer dans le domaine du rêve. Ça, c'est très intéressant. Nous rentrons dans le domaine du rêve parce que la personne qui a créé l'église kimbanguiste à Kunzulu Miranda, c'est un document d'histoire que beaucoup ne connaissent pas. C'était un originaire de l'ancien Congo belge qu'on appelait Antoine Fandouma. Antoine Fandouma était de l'ethnie Teke qu'on appelait les Bamfulunga, un Mumfulunga. Fandouma arrive à Brazzaville avec son jeune frère qui s'appelle Ngia Marco. Ils viennent pour vendre du manioc rouille, le manioc. Ils vendent son manioc, il accoste sa pirogue au bord du fleuve, il dort là, et le soir, Fandouma entend une cloche sonner. Gong, 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 gong. Il dit quoi? Mais c'est Bateke là, tous les soirs là, il sonne la cloche, il sonne la cloche. Mais qu'est-ce qui se passe? Fandouma va au centre-ville, il fait ses provisions, il arrive au campement en Pila, Kimpila, en Nanteke, et il écoute. Il avance un soir, il dit, bah papa, Nayuka kangonge beta kangong gong gong gong. Bozali ko sala nini? Les papas, j'entends souvent le son de votre cloche. Tous les soirs. À nous casser les oreilles. Gong gong, c'est quoi? Le Bateke lui dit, ah, papa, mais nous sommes en train de prier un homme qu'on appelle Simon. À l'époque, il ne disait pas Kimbango. Hein. Il ne prononçait pas le nom Kimbango, justement Simon. Il dit, nous sommes en train de prier l'église d'un noir qui s'appelle Simon. Il dit, ah bon? Mais comment vous avez connu Simon? Il dit, oh, Simon était à Kinshasa, il travaillait dans l'huilerie. Il a connu notre parent qu'on appelle Jean Kinkole. Vous savez, pour ceux qui sont de la RDC, quand vous prenez le bord du fleuve, hein, il y a une localité qu'on appelle Kinkole, un nom de Kinshasa ici, avant d'arriver à Maluku. Kinkole, c'est le nom du chef de ce village-là. Kinkole a connu papa Simon Kimbangu. Donc, les Teke qui sont autour de Kinkole commençaient à prier papa Simon Kimbangu grâce à Kinkole. Alors, lui, Fandouma, comme il est Mumfulunga, il reste auprès de Kinkole, il prend les renseignements, et voilà, il prend sa pirogue, il commence à naviguer le fleuve pour aller vers Ngabé. Fandouma arrive dans son village, face à face, à Kunzulu Miranda, là où les Blancs avaient organisé toute une activité économique pour la coupe de bois. Fandouma dort la nuit, et il voit quelqu'un qui l'apparaît en rêve. Il lui dit, Fandouma, qu'est-ce que tu fais par ici? Mais ta mission n'est pas ici. Tu vois le village qui est en face là? Tu vois le travail difficile que les gens sont en train de faire? Les Noirs transportent du bois et du bois, ils font des stères de bois. C'est pénible. Fandouma, tu vas aller voir ce blanc-là. Prends ta pirogue, va voir ce blanc-là, dis-lui de ne plus faire souffrir les Noirs. Fandouma se réveille. Il dit à son cadet Marco Ngia, il dit, ah, Marco, moi j'ai rêvé la nuit. Quelqu'un est venu me voir en rêve qui m'a dit, il faut que je traverse le fleuve. Fandouma dit à ses parents, à ses soeurs, ses frères, tout le monde. Il dit, Nakenangamo, je m'en vais. Quelqu'un est venu me consulter la nuit pour me dire, va dans ce village. Les frères disent, mais quoi, Fandouma? Tu es chef de famille ici? Tu vas abandonner la famille pour aller prier un noir que tu ne connais pas? Fandouma dit, c'est une mission que j'ai reçue. Je vais partir et je vais aller dans ce village-là. Une nuit encore, Fandouma rêve. La même personne lui apparaît. Il dit, mais Fandouma, tu es têtu? Bon, écoute,
Si tu pars là-bas, le village en face, tu accostes ta pirogue. Tu vas marcher sur la plaine et tu vas voir un arbre qu'on appelle mpaka. Mpaka, je ne sais pas en français, je vais essayer de chercher. Si c'est le flamboyant ou le bois de fer, je ne sais pas. Il dit, tu verras un arbre mpaka. C'est à côté de cet arbre que tu vas construire ton village. Fandouma arrive, il dit à son petit frère, il dit, ah, Marco, Moni, Nzambe, Mganako, Lukakala. Voilà la religion que je cherchais depuis très longtemps. 2 fois on vient me consulter la nuit. Il arrive, il marche dans la plaine et il voit cet arbre mpaka. À côté de cet arbre, il y a une pipe en argile. Et déjà dans le rêve, on lui avait dit, si tu vois l'arbre de mpaka, il y a une pipe qui est là. Il regarde la pipe, il dit voilà. Alors, Fandouma arrive, il s'installe. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans la compagnie où ses frères congolais sont en train de travailler dur pour le blanc, pour monsieur Mélez, qui était un exploitant forestier. Il dit, moi je suis venu fonder une église, je vais faire mon village tout juste à côté. À 2 kilomètres de vous, le blanc ne te dérange pas. Alors il commence à faire son prosélytisme. Et il y a eu certains travailleurs de Kunzulu Miranda qui se sont démobilisés, qui ont quitté les chantiers pour aller rejoindre Fandouma, tout juste à côté du petit village qu'il a créé, qu'on appelait Lipili Pur. Donc Fandouma crée son village et les gens commencent à arriver. Il y a des illustres personnages dont je vous donnerai les noms. Il crée son village et les gens commencent à arriver. Et chaque fois, les gens quittaient les chantiers pour aller chez Fandouma. Le blanc va voir Fandouma et dit, toi tu es un agitateur. Tu es un agitateur. Moi je vais écrire au gouverneur général à Brazzaville, on viendra t'arrêter. Fandouma qui dit quoi? Vous m'arrêtez moi? Moi j'assure la mission de Simon Kimbangu. On n'a rien à voir avec Simon Kimbangu. Vous faites l'agitation. Et c'est comme ça. Il crée son village. Les gens commencent à venir un à un. Et parmi les gens qui étaient là, qui coupaient le bois, il y avait 2 anciens, 2 précurseurs, 2 leaders de 2 ethnies. Il y avait celui qu'on appelait Paul Obambi et il y avait celui qu'on appelait Nganongo Alphonse. Paul Obambi est de l'ethnie Gangoulou. Paul Obambi va à la compagnie. Il dit aux siens, il dit, mais en sa langue, venez. Mais venez, on va prier Simon Kimbangu. C'est ici qu'il y a le bonheur. Mais ici, le blanc nous maltraite. Voilà une adhésion massive de Bangangoulou dans l'église de Simon Kimbangu. Son collègue, son co-religieux, Nganongo Alphonse, qui est Mboshi, il va mobiliser les siens à la compagnie du blanc. Il dit, mais venez, on va aller prier. Les Mboshi disent, oh, nous sommes accrochés à notre ancestralité. On a nos fétiches. Chez nous, il est permis d'avoir 2 femmes, 3 femmes. L'église de Simon Kimbangu, là où quand vous partez, vous n'avez qu'une seule femme. Ah non, nous on ne part pas. Mais il a réussi à conquérir quelques personnes de son groupe ethnique, quelques Mboshi, qui l'ont suivi à l'église de Simon Kimbangu à Kunzulu Lipili. Donc, en organisant le village à Kunzulu Lipili, ça a pris une intention incroyable tout le long du fleuve Congo, à partir de Kunzulu jusqu'à Ngabé. Et l'administration coloniale vient arrêter Fandouma. On le transporte à Kwamutu en prison. Pour ceux qui connaissent Kwamutu, le Congo-Brazzaville, il y a Ngabé en face. C'est ça l'effet de contamination. Quand Fandouma arrive en prison à Kwamutu, il constate la même scène. Des gens qui sonnent la cloche le soir clandestinement. Il va les voir. Mais vous, c'est quoi? Vous faites quoi? Il dit, oh, Simon Kimbangu. Et il y en a un qui dit, mais papa, mais nous, on nous envoyait en prison ici. Nous sommes nombreux, les Bakongo. On nous a relégués ici à Kwamutu. On est nombreux. Toi, tu veux venir avec nous? Oui. Et Fandouma se met à suivre les Bakongo qui partaient prier. Alors, parmi les gens qui étaient avec Fandouma, il y en a un qui a vendu la mèche, qui est allé dire à un commandant qu'on appelait Waya Waya. C'est comme on a dit hier que la plupart des commandants belges, on leur donnait des sobriquets, des noms locaux. Il dit à Waya Waya, commandé, il dit, mais il y a un monsieur qui est arrivé là, qu'on a transféré de Congo-Brazzaville, qui est venu faire la prison ici.
qui prie l'église de Simon Kimbangu. Waya Waya dit, ah bon? Waya Waya prend une note, il met Fandouma dans le bateau et on amène Fandouma à Kinshasa. Fandouma arrive à Kinshasa en prison. Pendant qu'on le garde dans une chambre, il voit un monsieur apparaître, un blanc costaud, bien habillé, qui lui parle en lingala. Papa Yugosani, papa, qu'est-ce que tu es venu faire? Fandouma regarde le blanc comme c'est dit. Mais ça, ce sont mes ennemis, ceux qui me maltraitent. Comment un blanc peut me demander? Le blanc est parti. Et ce blanc-là revient avec un papier signé. Il dit, Fandouma, tu ne dois plus rester en prison. Allez, sortez-le. Fandouma qui dit, ah, papa Simon Kimbangu s'est mué en un blanc. Il s'est mué en un blanc. Mais comment on m'amène en prison chez les blancs à Kinshasa et c'est un blanc qui me rencontre, qui me donne le papier pour me dire que je repars. Fandouma reprend le bateau, il renavigue le fleuve Congo et il s'est vu qu'il était autorisé à ouvrir l'église. Il est allé voir M. Vidalé le blanc qui faisait l'exploitation du bois. Il dit, j'ai l'autorisation d'ouvrir l'église. Toi le blanc là, si tu continues à me menacer, tu vas voir, je vais te faire du mal. Et quand ils sont restés dans la querelle, Fandouma a dit, de mon vivant à Konzulu Miranda, aucun enfant ne tombera malade, aucun enfant ne mourra, personne. Et effectivement, c'est vrai, tout le temps qu'il est resté, personne n'est malade, personne n'est mort. Et Fandouma a trouvé la mort. On l'a enterré à Konzulu Pili même. Quand on l'enterre, monsieur